Il n'avait pas le choix réellement de ne pas venir. Alors, cette conférence a plusieurs fonctions. La première fonction, ça va être celle d'inaugurer quelque chose qui va devenir une coutume, c'est-à-dire la France Design Week. Donc ça, c'est la première fonction. La deuxième, ça va être d'expliquer un petit peu ce qu'est le design. Alors, deux choses. Un, expliquer ce qu'est aujourd'hui le design et comment il en est arrivé là. Ce qui paraît déjà être a priori bien documenté. Donc je vais principalement convoquer des philosophes, des designers, et vous montrer des choses pour illustrer mon propos, qui n'est pas le mien à moi, mais un propos qui est partagé par une certaine communauté du design. Et c'est la troisième partie qui va être un peu plus délicate, vers un design d'intérêt général. Ça va être de poser les bases méthodologiques, stratégiques et philosophiques d'un design qui sortirait de sa structure actuelle. Mais si je vous en dis plus, je spoil un petit peu. Alors, j'ai promis que ça durerait moins d'1 heure. J'ai le sentiment d'avoir un peu menti. Mais je vais essayer, donc on y va. C'est super ce que vous faites, mais c'est quoi exactement ? Généralement, quand on a une discussion, quand on est jeune designer ou même vieux designer, c'est la première chose qu'on entend quand on discute avec quelqu'un qui n'est pas du milieu. C'est-à-dire qu'il semblerait que nous fassions tous ensemble, des choses très chouettes, mais personne ne comprend vraiment ce qu'on fait. Au sein de la communauté non plus, d'ailleurs, certains ont des avis divergents sur ce que peut être, ou doit être, ou devrait être la pratique du design. Nous allons avoir une approche étymologique. J'ai trouvé un recueil de références qui est l'histoire du design de 1940 à nos jours, de Raymond Guido, que j'ai un petit peu redesigné pour que ça corresponde à la charte graphique de la France Design Week. Et nous allons ajouter, vous voyez que ça s'arrête au XXe siècle, a priori nous sommes au XXIe, on va ajouter une ligne en proposant une nouvelle définition qui aurait l'ambition d'être universelle. C'est très ambitieux. Et alors allons-y. Alors comment a voyagé la signification du design ? Du latin designare, qui signifie montrer d'un signe, pas montrer un signe, c'est très différent, c'est-à-dire qu'on va faire un geste pour faire voir quelque chose. Passer naturellement à l'italien disegno, dessin plus dessin. Dessin, vous connaissez, IN. Le dessin signifie l'intention. Donc c'est un dessin qui a l'intention de faire quelque chose, c'est pas a priori quelque chose de gratuit, qui va passer dans le français de disegno à dessin tout simplement, qui originellement, on est au XVIe siècle, originellement contenait en lui-même le dessin, avec le crayon. Puisqu'un dessin, finalement, revient à dessiner le contour d'un projet. On peut se le comprendre comme ça. Ensuite, il s'est passé quelque chose au XVIIe où les deux mots se sont séparés. On a enlevé l'intention de l'action de dessiner pour introduire le dessin dans l'art industriel. Vous voyez ? On a enlevé l'ambition qu'il y avait derrière pour le mettre dans l'industrie. On est au XVIIIe. Le mot design apparaît dans la théorie anglaise de l'art à ce moment-là, donc on est bien sur design. Il y avait une définition qui a évolué sur le sens de celui-ci. Et le premier usage du mot design en tant que discipline à part entière, c'est-à-dire la définition qu'on a aujourd'hui du design, arrive de l'Angleterre au XIXe siècle, avant de passer aux États-Unis, avec Raymond Lewy, qui est en l'occurrence français, mais qui est parti faire du design aux États-Unis, avant de revenir en France dans l'esthétique industrielle. Donc on a toujours cette idée que le design est un fleuron de l'industrie, quelque chose qui va façonner des objets, pour un usage de masse, a priori, en tout cas un usage soit rare et cher, soit très populaire. Là, c'est plutôt le Bauhaus suisse qui a voulu mettre à disposition du plus grand nombre des objets de qualité, en tout cas esthétique et fonctionnelle. La France a tenté quelque chose en 2010 en remplaçant design par conception. Alors, l'idée est belle, puisque je vous rappelle qu'ici, on avait initialement dans le dessin l'idée de l'intention qu'on va retrouver dans la conception, l'idée de penser à quelque chose avant de le faire, ce qui est plutôt naturel. En général, on pense avant de faire, enfin, en même temps, pas toujours. Et le design, donc la France cède, et le monde cède d'ailleurs à ce mot anglo-saxon, puisqu'il exprime
contrairement à la conception qui a retiré le dessin, il exprime toujours cette idée-là. Et c'est le seul aujourd'hui qui arrive à exprimer toujours l'idée que le design est à la fois la réflexion et à la fois la forme. Donc on accepte. Très bien. Comment on passe de cette idée d'un design industriel à cette définition que je vous propose, que je vais vous mettre en grand. Comme ça, les personnes avec des lunettes au fond pourront apprécier. Approche globale des projets articulant les disciplines techniques et artistiques au service de la conception et de la fabrication de choses collectivement souhaitables, désirables et soutenables. C'est une définition parfaitement arbitraire, ce sera la nôtre. On va se dire que c'est le design malouin pour ce soir. Et on va essayer de justifier ce choix à travers, à nouveau, une petite étymologie. Donc voici une évolution, la même évolution, mais cette fois-ci, on va aller l'expliquer. Donc montrer d'un signe va nous donner l'idée de rendre visible, d'orienter, de donner à voir, c'est ce que je vous disais. D'essaigner en vieux français, projeter, action d'anticiper, de prévoir. On est vraiment dans quelque chose de très, très intellectuel. Et le dessin, donc, désir scénarisé, processus étalé dans le temps, avec un objectif. Donc ça, c'est ce qu'aujourd'hui, on va mettre, si vous voulez, dans de la gestion de projet, de la création de processus. Quelqu'un qui va gérer un projet industriel, un projet humain, un projet urbain, va tantôt rendre visible, anticiper, prévoir, scénariser des désirs. Et s'ajoute à ça donc le dessin, toujours le même, hein, celui qui donne forme. Et il y a ici un va-et-vient de langue, en franglais qui nous revient, donc design, le mot qu'on a accepté, qui contient, si vous voulez, tout ce qui est là, et qui a ajouté en son sein la vision du monde anglo-saxon. Là-dessus, on va y revenir. Donc ces deux éléments, gestion de projet, création de processus et donner forme, nous permettent de reconstruire un fragment de cette définition. Design, approche globale des projets articulant la conception et la fabrication de choses désirables. On va pouvoir mener un projet et fabriquer quelque chose, quand je dis désirable, plutôt esthétique, appétissant, un iPhone, on dirait un galet. Je te désire. Quand on entend dessin, on se dit, et c'est la première chose qu'on trouve quand on ouvre un dictionnaire, ou une page dictionnaire, un sombre dessin. Donc il y a dans l'idée du dessin, EIN, de l'intention, quelque chose qui est du domaine du mensonge. Et c'est parfaitement cohérent avec le design, puisque, comme vous pouvez le constater ici, le design est un menteur pathologique, qui va à la fois présenter la chaise comme n'étant pas du bois, puisqu'elle n'est pas un arbre, ce qui est écrit là, et qui n'est même pas une chaise. Donc le design a dans sa vocation quelque chose du domaine du mensonge qui va nous aider à tromper la nature, à aller plus vite, à vivre plus longtemps, à s'asseoir mieux que sur un caillou, etc., etc., à monter plus haut, avec le même objet qui nous fait nous asseoir mieux que sur un caillou. Et on peut reconstruire depuis des synonymes, on va appeler ça des synonymes, dessin, ruse, fourberie, machination, machine, technique et technologie. Et puis ensuite, dans un second temps, à partir de technique et technologie, savoir-faire, astuce, articulation, artificiel, artisanat, art. Et c'est en ça qu'on peut maintenant expliquer le succès du design aujourd'hui. Et ça se confirme d'ailleurs dans le recrutement qu'on peut avoir quand on est un établissement scolaire. On va tantôt avoir des étudiants qui viennent d'une longue histoire familiale d'artistes et de lettrés fans de Baudelaire qui ont fait un bac S avec spécialité philosophie, puis 2 années de fac de lettres avant de venir faire du design, et qui seront assis à quelques mètres d'un scientifique pur et dur qui a fait un bac S, quelqu'un comme moi par exemple, un vrai mathématicien qui... J'entends, oui. Bon. En tout cas, quelqu'un avec un profil plus scientifique, au sein de la même ambition, qui est celle de faire du design. Il n'y a pas énormément de domaines dans lesquels c'est possible. Ce qui va nous permettre de compléter notre définition en disant que le design est une approche globale des projets, articulant les disciplines techniques et technologiques et artistiques au service de la conception et de la fabrication de choses désirables.
pour les mêmes raisons que tout à l'heure, enrichi des choses qu'on a trouvées dans une définition basée sur la fourberie. Il nous reste ça, collectivement souhaitable et soutenable. Ça n'apparaît nulle part, si vous voulez, dans aucun chapitre, d'aucune définition de n'importe lequel des designs. Tout simplement parce que c'est peut-être les enjeux qui sont liés à notre siècle. On sent bien dans les remous sociologiques qui secouent les différents pays, dont la France, avec bientôt et jadis les Gilets jaunes, d'autres mouvements de grève contestataires, de la défiance vis-à-vis de la démocratie, et soutenable, je vais peut-être en parler 2 secondes, c'est la partie écologique, si vous voulez, de la proposition. Soutenable signifie qu'il peut être soutenu, qui peut être accepté par l'environnement, que l'environnement peut, année après année, garder en lui-même. Nous voici donc de 300, 400, 500 ans d'histoire. Alors, je ne vous cache pas que c'est très synthétique, évidemment, sinon ça aurait duré 3 heures, déjà que c'est pas dit que ça ne dure pas 3 heures. 2020, l'hégémonie du design centré utilisateur. Donc aujourd'hui, en 2020, il y a une manière de faire du design qui a gagné la lutte intellectuelle. C'est une manière qui s'appelle, celui-là je le garde de côté, user-centrique, user-égocentrique, UX design, design thinking, sont des formules, du coup, vous comprenez bien, qui viennent des États-Unis, après que le design est revenu, si vous voulez, en force d'outre-Atlantique. Donc on en était là, rappelez-vous, on avait cette histoire de design qui revenait en contenant en lui-même toujours une définition européenne, entre guillemets, à laquelle va s'ajouter une vision anglo-saxonne que j'ai arbitrairement et de manière parfaitement totalitaire découpée en 3 parties. Un imaginaire consumériste, un design centré utilisateur qu'on appelle UX design, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est proche, et le design thinking qui est une méthode de travail. Pour que vous puissiez apprécier la dernière partie, on va faire un petit rappel de ces différents termes. Certains connaissent, certains sont en 3e année de design, d'autres ne connaissaient pas le mot avant d'arriver. J'exagère bien sûr. Sigmund Freud, donc, en 1900, théorise la psychanalyse. Il pense qu'il y a un inconscient, quelque chose qui nous anime, qui anime nos désirs et nos passions. Et 19 ans plus tard, son neveu, Edward Bernays, aux États-Unis, lui demande d'en savoir plus pour pouvoir utiliser ces choses pour, par exemple, faire fumer les femmes, parce que c'est 50% du business quand même, et envoyer les jeunes à la guerre. C'est notamment Bernays qui a fait I Want You, la fameuse affiche de propagande américaine. L'anecdote étant drôle, quand on demande à quelqu'un, alors moi j'ai l'expérience avec mes étudiants, et je ne parle pas que de vous, je parle d'autres étudiants ailleurs, quand on demande où a été inventée la propagande, c'est toujours en Russie. Mais en fait, pas du tout. C'est aux États-Unis, puisque l'ouvrage de propagande, celui qui est fondateur des techniques de propagande, s'appelle Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Donc, si vous voulez, la Russie, ça n'a jamais été la grande démocratie. Donc il n'y avait pas besoin, si vous voulez, de propagande en réalité. Un petit coup de canon et ça repart. Voici le mantra. Si nous comprenons les mécaniques mentales et les motivations des groupes d'individus, c'est à ça que sert la psychanalyse, il est maintenant possible de contrôler et diriger les masses selon notre volonté sans que celles-ci ne s'en aperçoivent. Ce n'est pas une paraphrase, hein, c'est l'introduction du livre, donc c'est le projet, si vous voulez. Et c'est à partir de ça que va apparaître l'âge d'or de la publicité, sur la base de ceci, et avec l'apparition, si vous voulez, juste après la publication, de grands groupes publicitaires qui existent encore aujourd'hui, et d'ailleurs dont on fait la promotion régulièrement dans les agences et les écoles de pub, Léo Burnett, Ogilvy, qui viennent d'ailleurs, en ce qui concerne Ogilvy, je crois, d'être achetés par un grand groupe français. Sachant que je vous parle de l'Amérique, mais la France est quand même extraordinaire en publicité. C'est-à-dire qu'on a des grandes agences qui ont des grands budgets et qui font des grandes campagnes. L'espace public et avec lui l'espace intime de chacun, qui ne peut ignorer cette propagation. Propagation, si vous voulez. Le mot propagande n'est pas arrivé en étant considéré comme néfaste. C'était l'idée de propager, ça venait du latin.
Donc l'espace public et avec lui l'espace intime de chacun qui ne peut ignorer cette propagation n'appartient plus à ceux et à celles qui l'habitent, mais à ceux qui l'exploitent sans vergogne. C'est une phrase de Vincent Perrottet, qui a écrit un très beau manifeste qui s'appelle « Partager le regard », que je vous invite à aller lire. « Partager le regard », c'est très bien construit. C'est Vincent Perrottet, un designer graphique français, parisien, qui fait des affiches extraordinaires. Nous voici donc sur l'imaginaire consumériste. Donc, la publicité définit l'utilisateur par la manière dont il est conditionné à désirer. On voit bien ici que pour raviver la flamme du désir, il suffit parfois d'un peu d'essence. C'est contemporain, ça date pas de... Les gens osent. Et certains hommes ont du mal à exprimer leurs sentiments, mais pas nos designers. Donc ça, c'est une phrase qui va nous donner plusieurs informations. Déjà qu'apparemment, les hommes ont du mal à exprimer leurs sentiments. Ok. Très bien, pourquoi pas. En tout cas, on va justifier par cette phrase qui est quand même affichée dans l'espace public que c'est ok pour un homme de ne pas exprimer ses sentiments, de refouler. C'est même chouette, c'est en gras, vous voyez. Mais pas leurs designers. Donc les designers expriment leurs sentiments avec des voitures, apparemment. Donc si vous dites je t'aime avec une Clio. Et au-delà de ça, nos designers sont des hommes. Donc vous voyez la sous-couche, si vous voulez, de discours qui se cache dans une image banale qu'on peut afficher dans l'espace public. Ça construit des imaginaires. La publicité ne crée pas du rêve, mais des lubies, étouffant au passage la capacité des humains à rêver à autre chose. C'est quelque chose qui est important et c'est ça le principe du conditionnement. On oriente votre regard vers des choses qui sont, et on en revient à la définition du design, qui sont désirables. La voiture est belle. Deuxième pratique, le design centré utilisateur. Alors, le design centré utilisateur provient de la révolution numérique, dans le sens où c'est quelque chose qui a profondément changé à la fois la pratique du design et la manière dont on pensait le design, puisque le numérique, c'est l'interaction, c'est l'interconnexion entre les gens à une distance phénoménale, c'est la fin de la géographie, avant qu'arrive la géolocalisation. Et ça a aussi profondément transformé la manière dont on se représente le monde, pour les mêmes raisons. On change la manière de faire du design parce qu'on a changé de vision du monde. Et pour aller plus loin que la psychanalyse, arrivent les neurosciences. Donc j'enseigne par-ci, par-là, aux côtés de neuroscientifiques qui apprennent aux jeunes à pratiquer du design centré utilisateur, de l'UX design. Alors, les neurosciences amènent plein de choses qui sont intéressantes. Les biais cognitifs, qui sont des réflexes, qui sont des faits sociaux. On avait l'idée avec Durkheim, qui est un sociologue français, qu'on n'était pas tout à fait libre de ce qu'on faisait, qu'il y a des choses qui nous poussaient à faire quelque chose. Eh bien, c'est confirmé par les neurosciences. C'est-à-dire qu'on a des mécanismes de blocage, c'est intéressant de le savoir, qui développent par les émotions une chimie qui va libérer des hormones, provoquer du désir et faire tout un tas de choses. Donc on s'est dit, ce serait pas mal qu'on mette tout ce savoir dans les mains des gars qui faisaient de la pub pour voir ce qu'ils peuvent en faire pour les applications. Donc on a par exemple la mécanique du like, qui n'est pas quelque chose qui a toujours existé. Moi j'ai connu Internet bien avant les réseaux sociaux, et je suis jeune, enfin, s'il vous plaît. Et à partir de là, quand c'est arrivé, c'était très différent de ce que c'est aujourd'hui. On avait des likes, ils étaient discrets. Mais voilà le principe. Lorsqu'on a un petit plaisir, alors ça peut être tout azimut, un petit casse-croûte, un verre de vin, de la drogue ou du sexe, on active le circuit de la récompense qui va libérer de la dopamine. La dopamine, c'est chouette parce que ça fait du bien. Alors comme le design est centré sur l'utilisateur, on a envie de faire du bien à l'utilisateur pour qu'il utilise le service. Donc on a créé un système de notification de plus en plus exubérant, avec des couleurs saturées qui vont induire l'idée que c'est important, l'idée que c'est passionné, parce que le rouge est une couleur, vous le savez, je suis plein de passion. Notifications dynamiques, donc elles vont survenir d'elles-mêmes. Vous êtes en train de faire totalement autre chose et soudain, ça vibre dans votre poche. Et elles sont automatiques, elles arrivent à chaque fois qu'il se passe quelque chose, parce que pour que vous puissiez vivre une excellente et une extraordinaire expérience utilisateur, il faut que vous puissiez profiter de tout ce que ces réseaux ont à vous offrir, même lorsque vous ne les utilisez pas. En voyant ça, vous remarquez que vous avez 18 nouveaux messages, 15 likes, et ça génère 115 doses de dopamine. Et là, vous êtes bien. Vous êtes bien.
Sauf que la dopamine, c'est un excitant qui se consomme extrêmement rapidement. Vous voyez ? Qui inhibe la sécrétion de sérotonine. La sérotonine, c'est ce que libère votre corps quand vous faites une longue balade sur la plage, que vous avez atteint un état yoga de sérénité et que vous êtes en fait dans un état de bonheur. Donc vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas être dans l'excitation immédiate de la dopamine, de l'exercice sportif, et dans le bonheur serein. L'un se vide quand l'autre se remplit. Donc on provoque une situation chimique de manque et d'addiction, puisqu'il n'y a plus de sérotonine et il n'y a plus de dopamine. Et c'est comme ça qu'on fait revenir l'utilisateur sur une application, puisque c'est tout le principe que vous soyez présent sur l'application. Votre présence est vendue à des annonceurs. Donc la mécanique, inspirée des neurosciences, est extrêmement efficace. Édouard Bernays aime ça. Design centré utilisateur et UX design, je ne vais pas vous le relire, vous pouvez le lire pendant que je me pavane sur le dance floor. J'ai trouvé ça sur un site donc, qui veut inciter les utilisateurs, mais j'ai surtout synthétisé ici l'idée de cette page d'information pour leurs clients. Un mot d'ordre, faire participer l'utilisateur à l'ingénierie des systèmes qui vont l'inciter à agir, à recommander, à revenir, à s'engager, à comprendre, acheter, s'inscrire, suivre. Quand on dit on a créé de l'engagement, ce n'est pas des gens qui tout d'un coup sont super contents et très engagés, c'est des gens qui ont acheté un produit, qui se sont abonnés à votre newsletter, etc. etc. Donc on leur fait créer ces espèces de carcans en les mettant dans les méthodes. Les utilisateurs vont venir participer à répondre à des questions en disant moi j'aimerais bien qu'on fasse ci, j'aimerais bien une petite manucure, j'aimerais bien un petit machin, pour que les marques génèrent de nouveaux revenus. Donc on est aujourd'hui, en étant utilisateur au centre des méthodes, des personnes qui allons travailler aux côtés des designers et des marques pour les aider à nous vendre des produits. Globalement, toute la théorie de l'UX design se base là-dessus. En tout cas, utilise ces études-là et ces médiums-là. Alors évidemment, Édouard Bernays aime ça. Un bel exemple, extrêmement intéressant, certains l'ont peut-être vu, ça a été pas mal diffusé, c'est le scroll infini. Donc juste pour vous recontextualiser le truc, le scroll, c'est l'action de faire descendre l'écran. Avant, on butait à un pied de page, vous savez, on n'avait pas un débit extrêmement important pour charger des pages numériques, donc il fallait bien que ça s'arrête au bout d'un moment, sinon jamais vous chargez la page à l'origine. Avec 56K, pour faire apparaître une photo grande comme ça, il fallait 2-3 jours. Donc vous imaginez un flux Instagram. Donc ça s'arrêtait, on pouvait dire page suivante, page 2, page 3. Alors, vous allez le voir, le designer a eu l'idée de ne pas faire comme ça, mais lorsque l'écran détecte qu'on arrive en bas, ça recharge automatiquement la suite. Alors c'est intéressant parce que nous, en UX design, on appelle ça l'économie. On fait une économie, on n'a pas, vous savez, à bouger ce doigt qui est si difficile à bouger. Parfois, moi-même, je n'y arrive pas. Donc on a créé un nouveau système. This was an invention of mine from around 2006, which was the idea that you'd hit the bottom of the page and you'd have to click the next button and then the next page would load. And I was like, why don't you just add stuff to the bottom? It's an infinite hole you created. Yeah, exactly. It's a rabbit hole that doesn't stop. We as designers, as technologists, we know something about the way human brains work and human minds work. When you get to the bottom of a glass of wine, that's normally when your brain wakes up and says, oh, maybe I should stop, or do I want another one? Imagine if that wine glass just kept filling itself up when you weren't looking. You would drink way, way, way more wine, and that's exactly what's going on here. I did a calculation at the end of last year to figure out like how much time does this one invention waste? That would waste 200,000 human lifetimes per day. So you're trying to get less addicted to the thing you created. Yeah, exactly. C'est exactement Frankenstein, vous voyez, on a créé une bête qui nous dévore. C'est extrêmement performant, c'est extrêmement agréable. Et c'est ça le problème. C'est extrêmement performant et c'est extrêmement agréable. Évidemment, Édouard Bernays aime ça. On va s'en débarrasser au bout d'un moment, je pense. J'espère, c'est le XXIe siècle. La duplicité de ces technologies est évidente. Elle appartient au genre de ce que les Grecs appelaient des pharmacas,
qui sont des réalités à double face, à la fois des remèdes et des poisons. Donc oui, l'outil numérique est évidemment un remède à plein de choses, et les réseaux sociaux ont d'abord été présentés comme des remèdes évidemment à la solitude, à l'isolement, un facilitateur, un lubrifiant de communication. Et ensuite, quand on s'est rendu compte qu'on avait une masse de personnes qui l'utilisaient parce qu'en effet c'est performant, il a fallu rentabiliser ça. Parce que la culture de l'entrepreneuriat est comme ça. Et elle est cohérente. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir compliquées. Et un peu sordides. Donc le design centré utilisateur. Le design centré sur l'utilisateur tente à définir le produit ou le service à partir des attentes, des besoins formulés ou non, et des capacités des utilisateurs, et non à les forcer à apprendre et à changer de comportement pour s'adapter aux produits et aux services. Il n'impose plus sa vision. Le designer n'impose plus une vision de la manière dont l'application doit fonctionner, mais va tout de suite intégrer l'utilisateur en lui disant comment toi tu voudrais que ça fonctionne. Alors il ne va pas le faire qu'avec une seule personne, il va faire venir 50, 100, 300 utilisateurs. Et là, il va leur montrer, utilisez-moi cette application et dites-moi. Et quand il y aura une tendance avec une dizaine, une trentaine qui seront d'accord, alors ce sera, hop, ça passe en développement. Et on sert au client ce qu'il veut, ce qui est cohérent avec le commerce, puisqu'on a deux phrases qui sont parfaites. Une qui vient évidemment avant tout des États-Unis, « The customer is always right », et qui a été changée en France par « le client est roi », parce que nous sommes un grand pays de la monarchie. Et donc, quel roi? Quel genre de roi est le client? Donc, vous avez le prodigieux Louis XIV, un peu, vous savez, tyrannique, mais avec une vraie vision stratégique, qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à détruire la moitié de l'Europe pour l'avoir. Et le petit rondouillard Louis XVI, qui lui est un peu imbécile et aura un destin un peu tragique. Donc on peut se demander quel genre de client, dans le contexte que je vous présente, c'est-à-dire le client qui est l'utilisateur, quel genre de roi est le client, finalement? On peut se le demander. Je vais vous le faire en français, parce que c'est aussi un de mes talents. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. C'est ce qu'aurait dit Henry Ford au moment ou un peu après avoir inventé la voiture. C'est totalement faux, il n'a jamais dit ça. Mais c'est quand même pas mal. Cette phrase est pas mal parce qu'elle montre bien que dès lors qu'on est dans un système où les désirs sont orientés vers quelque chose qui est du domaine du réel, et c'est le contraire d'un esprit créatif, mais c'est ce que nous fait la publicité, dès lors qu'on est dans ce système-là, on ne peut pas imaginer des choses qui ne sont pas déjà sur la table. Et enfin mon principal, et quand je dis mon, ça va être, je pense, notre principal reproche qu'on peut faire au design centré utilisateur. L'image est simple à comprendre, et vous allez la voir, c'est celle-ci. On ne peut pas être focalisé que sur une personne qui a des désirs et sur l'entièreté de l'environnement qui le contienne. Quand on se demande uniquement ce qu'on veut, quand on est dans un égocentrisme parfait, le reste passe au second plan. Et en effet, l'UX Design fait avant tout des expériences utilisateurs, c'est-à-dire des moments de plaisir sur des services et des applications. On ne voit que l'individu en tant qu'individu. Lorsque je ne me préoccupe que d'une seule personne, j'en oublie le couple, le groupe, la communauté, l'écosystème, et je finis par reporter le coût, la douleur ou la peine sur le dos des non-utilisateurs, des non-clients. Vous comprenez, c'est logique. Un produit, un service, un événement a forcément des personnes, a forcément des vicissitudes. Lorsque vous faites la fête de la musique, il y a toujours quelques personnes qui aimeraient bien dormir tôt parce qu'ils travaillent. L'événement est positif. On va aller danser, on va aller chanter, on va passer un bon moment, mais centré sur l'individu qui le fait, il est positif. Et ça ne s'arrête pas là. Si on pousse un peu, on peut se dire que tôt ou tard, ces vicissitudes, ces problématiques vont aussi se reporter sur le dos de l'utilisateur lui-même, puisqu'il fait partie de la société qu'on a choisi d'ignorer. C'est-à-dire qu'il est ambivalent, et ça veut dire qu'il est à la fois utilisateur et non utilisateur, un peu comme le chat dans la boîte. Donc il est à la fois celui qui va utiliser l'application et celui qui va la mettre dans sa poche pour faire autre chose. Ça pose un problème, et je vais prendre un exemple connu
qui est plutôt présenté généralement comme positif, et il est positif. Vous connaissez l'application Yuka. Yuka, c'est une petite appli qui nous permet, vous voyez, de ce côté-là, qui nous permet de scanner des produits de la consommation, de la grande consommation, plutôt de l'industrie, pour obtenir un score basé sur des normes diététiques. Donc on saura qu'il y a trop d'additifs. Voilà, donc les Princes chocolat, lui, il faut arrêter, manifestement. Apparemment, ça tue des enfants. Donc on a 6 additifs, beaucoup trop de sucre, trop de calories, trop de graisses saturées. Il y a des fibres. Donc en tout cas, vous savez. Et donc vous pouvez briser, si vous voulez, l'espèce de devanture de la communication qui va faire que vous aurez l'impression que le produit est bon. Si vous allez au rayon bio avec Yuka, vous faites un carnage. C'est pire que tout. Et au contraire, chez Lidl, honnêtement, ils s'en sortent pas mal. Donc on a des produits dans l'imaginaire présentés comme bas de gamme et dégueulasses, qui obtiennent des Nutri-Score extrêmement importants, et au contraire des produits bio, notamment une marque en particulier, je vous laisse la découvrir, on en parle lundi et en cours de propagande. Mais en tout cas, vous verrez que les produits bio sont parfois très décevants. Alors, Yuka fait aussi les produits de beauté, cosmétiques, etc. Donc, c'est en effet centré utilisateur. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais oublié, on s'est débarrassé de lui. C'est vraiment un outil de contre-pouvoir pour la communication, et donc Édouard Bernays a quitté le groupe. En tout cas, vis-à-vis de ça, on est centré sur l'utilisateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, moi, je veux manger bien, très bien. Je fais du théâtre aussi, je suis très bien. Et donc, à ce moment-là, je vais te proposer un Nutri-Score. Mais ce que Yuka ne propose pas, c'est une vision globale et écosystémique. Ainsi, oui, on mange bien des produits équilibrés et diététiques, mais peut-être que ces produits, dans leur processus de création, détruisent des écosystèmes entiers qui vont diminuer la qualité de l'air à l'échelle globale, augmenter la température. Et bientôt, l'utilisateur, qui était pourtant content de bien manger, puisqu'on lui avait promis et il l'a fait, a participé en choisissant des produits moins bons pour lui, meilleurs pour lui, mais moins bons peut-être pour l'écosystème. Au lieu de mourir d'un cancer de l'estomac, il mourra d'un cancer des poumons. C'est un peu, si vous voulez, le diagnostic. Yuka est quelque chose d'extrêmement positif. Je ne remets pas ça en cause. Ce que je veux dire, c'est que sans la vision globale, peut-être que pour obtenir un super score ici, sans perdre d'argent, les marques vont trouver une autre solution. Elles vont peut-être jouer le jeu et commencer à arriver tout à 90%, mais il n'y aura plus d'orang-outans pour habiter les forêts détruites pour le Nutella. Design thinking, c'était la 3e étape. Donc on a vu les mécaniques de propagande et de communication, on a vu la manière dont on utilise l'utilisateur pour concevoir des services. Voyons maintenant comment on scénarise le design dans des processus. Donc le design thinking provient évidemment de la Silicon Valley. C'est un processus qui est censé exprimer la manière dont pensent les designers. Donc on prend un designer, bim bim, neurosciences, on enlève le cerveau, on regarde ce qu'il y a dedans et on se dit, ces gars-là, ils sont quand même très créatifs, comment ça se fait ? Alors ils fonctionnent comme ça. Comprendre un problème, c'est-à-dire passer un temps sur le diagnostic. Le diagnostic est personnel pour un designer, c'est-à-dire qu'on peut avoir un brief d'un client, mais on va quand même aller regarder dans les placards s'il n'y a pas des problématiques qui traînent. Donc on va diagnostiquer avant d'explorer avec, pour le coup, c'est si vous voulez, la phase la mieux comprise du design, qui est celle de la créativité. On va essayer de trouver des solutions créatives. L'utilisateur intervient également dans cette phase. On va lui dire « qu'est-ce que tu en penses ?» Et ensuite, on va créer un objet prototypal, c'est-à-dire un objet rapide à faire, qui va bien exprimer le service, et on va le faire tester. Et à partir de ces tests utilisateurs, on va recommencer. On va essayer de comprendre ce qui a bien marché, ce qui a mal marché. On va avoir d'autres idées, on va les retester. Et ça, si vous voulez, c'est la mécanique intellectuelle du design. Lorsqu'on traite un problème, on n'essaye pas de chercher une solution finale, on va se focaliser sur des problématiques qu'on a diagnostiquées, les résoudre et tester. Ça paraît évident. Quand on le dit, c'est vrai, ça a l'air évident. Mais je vous assure que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les entreprises. Une entreprise traditionnelle, c'est en train d'être dépassé, mais ça a longtemps été le cas, va passer un temps fou à peaufiner un produit avant de le commercialiser. On va passer un temps incroyable. Et c'est logique, parce que quand on imprime un livre, je veux dire, c'est un ouvrage collectif. Il y a un auteur, il ne faut pas qu'il y ait de fautes, ça passe à l'impression, c'est livré, c'est vendu, c'est extrêmement lourd. Mais le numérique a amené quelque chose qui est simple, c'est la mise à jour.
C'est-à-dire que l'outil est merdique, très bien, on a fait une mise à jour, on a fait un patch, revenez nous voir. Et de là, voilà, le design peut fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, on a des outils de prototypage dans les Fab Labs pour faire des petits objets, pour les tester. L'industrie est devenue beaucoup plus légère en termes de coûts, lourde en termes d'environnement. Peut-être que ça a un lien. Design thinking was a term that arose in order to distinguish between what others think of as design, which is usually just the surface, to the thinking behind. Thinking is something you do first and then you make. And it's also a couple of processes. Begin from where the user is and understand human needs through a kind of ethnography and observation. Then to brainstorm and diverge and understand what all the possibilities might be. And then to prototype and to improve the prototype through iteration. As I understand it, these are the fundamental pieces of design thinking. J'aime assez cette définition puisqu'elle exclut un petit peu la partie mercatique, la partie marketing de la chose. Il a bien parlé d'ethnographie. Et c'est vrai que le design a besoin de la sociologie pour résoudre des problèmes. C'est une définition qui est bien exposée. Donc le design thinking, de la manière dont il est présenté aujourd'hui, agit un peu comme une formule magique. C'est-à-dire que ça a été packagé, on l'a transformé en événement. Le design thinking est un événement d'entreprise dans lequel on va faire venir peut-être, si vous avez de la chance, on fera venir un designer. Sinon, n'importe qui fera l'affaire. Et ensuite, on vous mettra en scène pendant quelques jours avec vos collègues, avec des invités, autour d'un problème de votre entreprise. Pendant quelques jours, vous allez travailler, c'est assez sympa, avec des post-it, vous allez rigoler, vous allez faire des icebreakers. Il y a un humoriste qui va venir vous faire des blagues et vous allez rigoler du coup. Et ça change un petit peu. Donc on est en effet dans un événement d'entreprise qui, au moins, a le mérite de créer du lien. Alors la promesse, c'est pas ça. La promesse, c'est ensemble, en activant l'intelligence collective de l'entreprise, d'arriver à résoudre des problèmes que la structure de l'entreprise ne permet pas de résoudre d'habitude. Donc vous avez en effet des entreprises très cloisonnées où il y a Bernard dans un bureau, il y a Jean-Loup dans un autre, il y a Mathilde au rez-de-chaussée, et ils ne communiquent pas, ils ne se voient jamais. Alors pour le comptable, c'est toujours le problème du designer, quel problème de l'imprimeur, quel problème du marketing. Et en fait, on se renvoie la balle. Donc là, tout le monde est dans la pièce et tout le monde discute, tout le monde donne des idées, tout le monde travaille ensemble. Jusque-là, je trouve ça très bien. Le problème, c'est que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la qualité du design vient de la récursivité de la méthode. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait, premièrement, il faut le proposer. Ça veut dire qu'on est obligé, après avoir discuté tous ensemble du problème et réfléchi avec des post-it de couleur à la solution, il faut proposer le prototype pour le tester. J'ai jamais vu pratiquement un design thinking se faire avec un prototype à la fin qui était abouti pour tester. Les gens étaient contents, remballaient leurs affaires, rentraient chez eux. Et quand bien même ils proposeraient un prototype, vous aurez compris que le design thinking, c'est quotidien. On ne le fait pas, ce n'est pas un événement. C'est une manière d'entreprendre, c'est une manière de faire. On le fait ou on ne le fait pas. Et je vais même vous dire autre chose, ce n'est pas la seule manière de faire. Donc, mais c'est très à la mode, ça sonne bien, c'est nouveau en France. 1990 aux États-Unis, 2020 en France. Petit décalage. Mais en tout cas, voilà, on en est là. Donc on a ces 3 événements. Vous le reconnaissez ? Jean-Louis Fréchin, il est venu faire une conférence ici à la Mage de l'année dernière. Il va nous parler un peu de l'Amérique. Le design ne vient pas des États-Unis. Le design a été inventé, développé en Europe, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Suisse, en France. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, il est effectivement venu des États-Unis. Le design consumériste de Raymond Loewy, bien connu, de Norman Bel-Geddes, de Richard Dreyfus, de TIG. Et le design du numérique vient beaucoup de Californie. Et le numérique ayant une histoire très courte, et peut-être que nos amis américains ayant une histoire encore plus courte, ils sont en train de réinventer finalement les 100 ans du design tel qu'on les a vécus. Alors, soit on est très nul et on écoute ce qu'ils souhaitent nous apprendre, soit on prend nos responsabilités et on fait ce qu'on fait depuis 100 ans, et on met du numérique dans le design, projet humaniste, au service des hommes tel qu'on sait le faire depuis quelques années. Soit on est très nul et on écoute ce qu'ils souhaitent nous apprendre, soit on prend nos responsabilités. Alors, que les choses soient claires, ce n'est pas de l'anti-américanisme primaire. Il y a simplement une rupture, vous l'avez vu, entre une culture du design
humaniste et une culture du design consumériste. Deux choses qui n'ont rien à voir. Donc aujourd'hui, je vous le répète, le design, dans l'absolu, c'est de l'UX design. C'est-à-dire que la finalité d'un cursus de designer, c'est d'arriver en ergonomie. C'était le terme qu'on avait avant pour l'UX. L'UX a dépassé le numérique, c'est pas simplement créer des applications ou des sites, c'est faire des parcours utilisateurs dans la salle. Vous avez été victime d'un design utilisateur intéressant. Là, vous rentrez par la porte, vous sortez par l'autre, vous allez faire un parcours, vous allez vivre une expérience, l'expérience Covid. Et donc ça, c'est aussi de l'UX design, une création d'une expérience dans l'espace réel. Et petit à petit, l'UX design est devenu aussi l'expérience d'un texte. Lorsqu'on fait un livre, oh, le livre, quelle belle expérience j'ai vécue en le lisant. UX design, on va essayer de se dire qu'on n'est pas en train de designer un objet, mais on est en train de designer des émotions. Et c'est super, les émotions. Qui aime les émotions? Ouais, c'est bien. Design, approche globale des projets, articulant les disciplines techniques et artistiques au service de la conception et de la fabrication de choses désirables. Donc on est toujours coincé là-dessus. Collectivement souhaitable. Donc on arrive dans la partie finale. C'était pas si long finalement. On arrive dans la partie finale dans laquelle on va essayer de voir en effet s'il y a des pistes de réflexion qui nous permettraient à la fois de sortir de ce systématisme. Je ne veux pas détruire le capital, mais simplement proposer une alternative méthodologique. Le défi du changement vers un design d'intérêt général ne passe-t-il pas avant tout par le redesign du désir? Donc il faut arriver à créer des objets qui sont différemment désirables. C'est de ça dont il s'agit. On va parler de design décentré. Donc on va oublier la personne qui utilise seule dans son coin, sous le manteau de la nuit, sous ses draps, le design. Et on va penser de manière plus sociale, plus globale. Faire que l'objet du design communique sa structure, son usage et fasse apparaître son dessin de manière transparente. Donc, vous savez qu'avec les neurosciences, vous savez qu'avec les techniques de communication et de propagande, il y a une opacité. Vous savez que Facebook est gratuit. Vous savez que telle application, tel service est gratuit, mais vous ne savez pas comment. Ou alors vous le savez. Vous savez que vous pouvez éventuellement, grâce au RGPD, vous prévenir d'éventuels problèmes liés à vos données, au vol de vos données. Vous savez que c'est possible. Vous ne savez pas trop comment ça marche. À moins, évidemment, d'être concepteur numérique. Mais tout le monde n'est pas concepteur numérique. Donc on peut poser un mot, on va le poser, on va dire apprentissabilité. Donc le mot est écœurant. C'est pas grave. Apprentissabilité. Imaginez un objet qui, lorsqu'on l'utilise, nous apprend sa structure. Je prends cet objet, je ne sais pas ce que c'est, et en le manipulant, je découvre tout le système qu'il y a derrière. C'est de ça dont il s'agit. La capacité d'un objet à être appris par son utilisateur. Et je vais dire son usager. Le design humaniste développe l'humain. A priori, quand on dit ça, on n'a rien dit. C'est ce que l'humanisme pourrait laisser entendre. L'expérience de l'objet doit être confiante. Tout à l'heure, on voyait l'UX design qui devait donner l'impression de la confiance. C'était un peu ce qui était dit. Non, on va faire un design qui met en confiance. Alors, on peut avoir confiance. Apprenante, l'expérience apprenante, donc comme je vous disais, on utilise l'objet, on apprend, on gagne en pouvoir, c'est de ça dont il s'agit. Et simple, parce qu'on n'a pas le temps de passer 4 jours à lire un tuto et à faire des choses. Je vous donne l'exemple de la Louve. La Louve, c'est un service, voilà, c'est une épicerie, un service inclusif et participatif. Donc en 2010, 2 Américains, je ne suis pas monomaniaque, hein, mais c'est un hasard, je ne le savais pas, donc 2 Américains à Paris décident de monter sur un modèle qui lui aussi est américain, une épicerie un peu alternative, le plus grand supermarché coopératif et participatif. Celui qui est américain, la Food Coop de New York, 40 ans que ça existe, 17 000 membres. Donc on a bien dit un grand supermarché coopératif et participatif. Comment ça marche? Ça commence par un utilisateur qui se dit que ce serait chouette de bien manger, même s'il est un peu fauché. Alors évidemment, on donne un petit bifton à la Louve, on achète une part sociale. C'est une coopérative, c'est toujours comme ça que ça marche. L'Institut de Design également. Donc on peut acheter des parts et on rentre, on devient sociétaire de la Louve. Ensuite, on s'engage à donner 3 heures par mois. Donc on va un matin, une après-midi, mercredi après-midi, quand vous avez fini les super cours de design de Thiago Maximo, vous dites je vais à la Louve.
Je vais à la Louve et je vais nettoyer, faire la caisse, faire le stock. Il n'y a pas vraiment de salariés. C'est les adhérents qui vont s'occuper de la chose. Pour l'instant, je suis d'accord avec vous, c'est chiant. On a payé et en plus, il faut bosser. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que collectivement, la Louve va acheter des produits, des achats groupés moins chers, à des paysans, qui va livrer des produits qualité qui auront été définis par les adhérents. Donc vous allez à Carrefour, au lieu de galérer dans les rayons, vous attendez la réunion et vous vous dites moi j'aimerais bien des petits steaks de soja. Ok, steak de soja, empreinte carbone maximale. Grâce à l'autogestion et à la disparition des intermédiaires, autogestion, les adhérents entretiennent l'espace, assurent la vente, font les caisses, la compta. Il n'y a pas d'intermédiaire puisque c'est la coopérative qui achète. Les prix des produits bio dégringolent. On n'a pas de salariés, on ne crée pas d'emplois, mais on crée de l'accessibilité à des produits de qualité, à des personnes qui n'ont pas forcément de l'argent, mais qui ont du temps. On rend accessible à des personnes qui peuvent être au chômage, qui peuvent être étudiants. Sans être au chômage, quand on est étudiant, on ne touche pas 7 000 balles par mois. Mais au-delà de ça, au-delà de ce petit service qui est intéressant, qui est dans une logique gagnant-gagnant, au-delà de ça, les utilisateurs sont formés et enrichis par l'expérience, parce qu'ils font l'expérience de la gestion du magasin. Ils savent commander des produits, ils savent gérer un stock, ils ont appris à faire de la compta, ils ont appris à nettoyer, ils ont appris à faire tout un tas de choses. Et il n'y a rien d'opaque dans ce process, puisqu'ils sont au cœur du process, et pas seulement au cœur des attentions et au cœur des curiosités, comme l'est l'utilisateur lors de l'UX design, mais au cœur vraiment des préoccupations. Et il va pouvoir agir, petit à petit agir de plus en plus, parce qu'il est en pouvoir d'agir. Il devient en pouvoir. Le design, la structure du service donne le pouvoir à la personne qui est le client, qui est également, d'ailleurs on ne peut pas parler de client, il n'est pas client, c'est son magasin. On a créé quelque chose d'étrange. Alors Bernays, il est parti depuis tout à l'heure, il ne revient pas là-dessus. Brésicop à Rennes, l'épicerie coopérative et participative. Donc il y en a une à Rennes, même système que la Louve, donc je lance un appel, puisque je profite, je ne vous l'ai pas dit, mais on est en live. Si vous voulez monter une petite épicerie à Saint-Malo, vous pouvez nous envoyer un petit mail, voilà, contact@institut.design. Collectivement souhaitable. Donc il nous reste deux choses à voir. Le collectivement souhaitable, on a commencé à le faire, et le soutenable dans une deuxième partie. Collectivement souhaitable, le pouvoir d'un objet à être approprié. Les communs sont tâchants à explorer afin de développer l'opportunité d'agir et responsabiliser les usagers. Les communs, c'est ce qui nous appartient à tous. Il y a des choses qui nous appartiennent à tous. Il y a d'ailleurs un paradoxe que je me suis mis en tête tout à l'heure, c'est que le service public, il est public, c'est un commun qu'on partage. Le service public, on l'utilise tous. Par contre, l'espace public, qui en théorie a la même logique, l'espace public, lui, n'est à personne. Personne ne s'arroge le droit de faire quoi que ce soit dans l'espace public. Il y a des bancs, mais en tout cas à Paris, il y a des bancs, j'ai jamais vu personne dessus pratiquement. C'est très rare. On ne peut plus écrire sur les murs ni sur les sols. On ne peut plus écrire sur les pubs. C'est pas vraiment notre espace. C'est un espace de transit, mais c'est pas un espace qu'on peut utiliser. Donc le design peut intégrer des méthodologies, créer des manières de faire et qui vont faire savoir-faire. Vous voyez ? C'est-à-dire que le design, c'est quand même 5 ans d'études pour commencer à en faire, 5 ans de plus pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Moi, je commence un peu. Ça fait 10 ans que j'y suis, je suis avec les rames. Il s'agit de faire savoir-faire. Donc on peut dire le mot, c'est Virginie, au fond, je te dédicace ce mot, la simplicité. Le mot est hideux, comme l'autre tout à l'heure, le même genre de laideur. Mais il a cet avantage qui dit ce qu'il veut dire. C'est-à-dire ne pas simplifier quelque chose qui est compliqué. Grand problème de notre société. On est exposé à 36 000 messages par jour. Faut pas qu'il soit trop compliqué, donc on va tout simplifier et on va plus rien comprendre. On aura des formules toutes faites, une espèce de prêt-à-penser qu'on va pouvoir ressortir, des belles phrases, des belles choses, bien designées. Et ainsi, on a enlevé toute la complexité du monde et on peut s'envoyer des insultes sur Facebook tranquillement entre nous. Donc là, l'idée, c'est pas de simplifier. C'est de simplifier la compréhension de la complexité. Je vous présente La 27e région, c'est un laboratoire de transformation publique qui vise à repenser la manière dont sont conçues et mises en œuvre les politiques publiques aujourd'hui. En repartant des pratiques et des usages sur les territoires,
Peut-on inventer des projets publics plus fonctionnels, plus ergonomiques, moins coûteux, plus désirables, plus adaptés en somme aux besoins des gens ? Pour répondre à ce vaste défi, la 27e région est née en 2009, puis s'est constituée en association en 2012. C'est une petite équipe pluridisciplinaire, entourée de partenaires publics et d'un réseau de praticiens issus du design, des sciences sociales, de l'architecture participative, des sciences politiques et de bien d'autres disciplines passionnées par la transformation du monde contemporain. Ces disciplines sont une alternative à l'ingénierie bureaucratique des politiques publiques. Elles ouvrent une place à l'observation, à l'empathie, à la créativité, au droit à l'erreur et à l'expérimentation. Ça fait combien de kilomètres d'ici à peu près? 35, 38. Ah oui, quand même, oui. Et il y avait une école au Brassé, là où est maintenant la salle des fêtes. Ouais. Pour les mettre en pratique, la 27e région met en place des programmes de recherche-action, en partenariat avec les administrations et les collectivités locales, et invente de nouvelles méthodes pour fabriquer l'action publique. Territoire en résidence, c'est investir un équipement public pendant 3 semaines et interroger les besoins réels des citoyens pour proposer et tester des solutions nouvelles. La transfo, c'est introduire au sein même des organisations publiques des zones d'expérimentation, des laboratoires, où agents, élus et citoyens peuvent réfléchir ensemble à l'amélioration des politiques publiques. Réacteur public, c'est enfin un programme partenarial avec l'État et les collectivités pour inventer une nouvelle culture de l'administration, à travers la formation, la prospective, la documentation et la structuration d'une communauté de pratique. À côté de ça, la 27e région voyage, publie des livres, des films, fait des rencontres, met en scène le débat, se documente, tient un blog et échange avec des laboratoires de transformation publique en Europe et dans le monde. Alors pour en savoir plus sur nos projets, nos réalisations, nos outils et nos programmes d'action, tout est disponible en ligne. Vous pouvez aussi nous contacter ou encore nous rendre visite à Superpublic, nouveau tiers-lieu dédié à l'innovation publique dans le 11e arrondissement de Paris. Le designer n'est alors logiquement rien de plus et rien de moins qu'un outil mis entre les mains du peuple. Victor Papanek, Design for the Real World, 1973. On est en 2020. Donc on a la 27e région, vous avez vu, qui organise des événements qu'on pourrait d'ailleurs mettre dans le cadre du design thinking, mais vous avez remarqué que ce n'était pas présenté comme ça, où on va collectivement se retrouver, citoyens, pour imaginer, avec nos élus, avec des partenaires d'entreprise, avec des enfants. Imaginez comment on peut concevoir l'espace commun, l'espace public, c'est-à-dire toutes ces choses qu'on a ensemble et pour lesquelles, année après année, on nous présente des grands projets. On découvre des choses, tiens, à côté de chez moi, il va y avoir ça. Tiens, mon jardin est détruit pour un bloc de bâtiment. Histoire vraie. Donc, on n'a pas de... Centré utilisateur, je me sens très mal vis-à-vis de ce jardin. Globalement, je vois l'idée. Des logements. Bon. En tout cas, il n'y a pas activement dans les politiques publiques, quand je dis il n'y a pas, j'exagère, parce que vous l'avez vu, il y en a, mais c'est encore très discret. Il n'y en a pas partout, il n'y en a pas pour tout le monde. Mais ce qui est intéressant avec la 27e région, c'est qu'ils ne sont pas dans un rapport de prestation de service. Ils ne facturent pas. Ce n'est pas un contrat comme ça. C'est une expérimentation. C'est un partenariat avec... c'est un groupe. En fait, c'est une société qui s'active. Vous voyez ? C'est assez différent dans les rapports qu'on peut avoir. Puisque le client est roi, vous vous rappelez, on ne sait toujours pas lequel, mais on a une petite idée, c'est bien de ne pas avoir de client quand on fait du design, parce qu'il ne manquerait plus qu'il nous oblige à faire quelque chose, par exemple. Design. Approche globale des projets articulant les disciplines techniques et artistiques au service de la conception et de la fabrication de choses désirables, collectivement souhaitables.
ça doit pouvoir se faire. On est bon. Il nous reste que le soutenable maintenant. Le soutenable, je vais essayer d'être assez court parce que vous aurez la chance, d'ailleurs, j'en parle avant de me lancer sur le soutenable, demain au même endroit, à ma place, il y aura Dumbo, l'agence d'architecture, partenaire également de l'événement, qui animera une conférence, justement, l'urbanisme participatif. Donc on aura une plongée dans l'introduction que je viens de vous faire avec la 27e région sur la manière dont vous et vos concitoyens pouvez agir, mais constructivement. En fait, dans la manière dont vous pouvez designer les choses qui vont arriver autour de vous. Soutenable, donc, contre un design de l'exploitation, un design de la régénération. On n'est plus à un moment où on peut juste arrêter de faire des conneries parce qu'on a commencé à foutre le feu. Vous voyez ? Donc il faut qu'on trouve un système qui va permettre d'éteindre le feu et ensuite de reconstruire par-dessus. Donc juste arrêter, c'est pas bon. Régénérer, oui. Alors il existe une pratique qui n'est pas parfaitement nouvelle, qui s'appelle le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est l'idée de s'inspirer du vivant pour trouver des solutions. C'est assez commun, on en entend parler pas mal en ce moment, j'en avais peut-être entendu parler, j'en ai peut-être parlé, parce qu'en ce moment j'en parle beaucoup. En tout cas, la nature impose des limites ou des normes éthiques sur ce qui est possible de faire. J'ai pas dit souhaitable, j'ai dit possible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on triche. Tous les ans, on nous le dit, on nous dit là, on a consommé la planète, ah bah, on est au mois de février, c'est chaud. Oui, c'est chaud, il fait 42 degrés. Donc on est dans cette logique, on le sait, et il se trouve qu'on a des méthodes pour ne pas en arriver là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle finalement, sauf que ces méthodes ne sont pas franchement alignées avec l'idée de centrer sur un utilisateur. On ne va pas pouvoir avoir de la soutenabilité et répondre à de l'égocentric design. Ce sera impossible. Alors qu'est-ce que c'est ? Design biomimétique, qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Et je vais même aller de manière encore plus succincte. Comment peut-on profiter du design biomimétique sans faire de design biomimétique ? Une histoire passionnante. Donc pour info, je vous le dis à l'oral, j'insiste pas dessus, je vous l'ai dit, vous aurez lundi avec quelqu'un qui ne pourra pas venir pour l'instant, donc il faut qu'on reprogramme un intervenant, mais vous l'aurez lundi, sur le biomimétisme. La Terre fonctionne, la nature, le vivant fonctionne sur une logique qui est celle du design, qui va être de diagnostiquer un problème, de tester quelque chose, et si ça marche, on le garde, si ça ne marche pas, on le change. Ça s'appelle l'évolution. C'est-à-dire que les organismes évoluent. Vous n'êtes pas aujourd'hui les humains que vous serez demain. À votre échelle, et surtout à l'échelle de l'humanité, l'humain de l'an 2300, s'il en reste, ne sera pas exactement le même qu'aujourd'hui. Il aura les bras plus courts, les oreilles plus longues, parce que nous sommes un prototype de ce que l'humanité est censée devenir. Donc en sachant ça, on a derrière nous 4 milliards d'années de prototypage et on peut se dire que des solutions existent par-ci par-là et qu'il faut aller piocher dedans, peut-être pour résoudre nos problèmes. Parce que toutes les solutions que la nature propose sont soutenables, sont assimilables. On ne peut pas proposer avec une logique naturelle quelque chose que la nature ne peut pas absorber. Ce serait du suicide. Pourquoi l'humain ferait ça ? Les différents types de relations. Donc, par exemple, dans le vivant, ça va être extrêmement utile de savoir ça et d'avoir conscience de ça. La qualité des interactions entre les organismes. Donc, vous et moi, vous entre vous, vous et les autres, vous et l'environnement, vous interagissez. Et il y a différents types de choses. Donc, il y a entre A et B, gagnant-gagnant. C'est la win-win dans le business. C'est win-win. Le mutualisme, ça s'appelle. La symbiose, c'est quand il y a win-win, mais il y a un organisme qui est dépendant de l'autre. Un peu dangereux. Mais en tout cas, le mutualisme, ça me paraît être un modèle de relation à construire. C'est exactement celui de la louve, par exemple, entre tous ces organismes. C'est-à-dire que la louve va non seulement donner plus d'argent aux producteurs, mais en plus avoir des produits moins chers. Mutualisme. Va non seulement avoir une base de clients extrêmement fidèle et importante parce qu'ils sont sociétaires, mais en plus, ces clients vont avoir des prix complètement pétés grâce au système. Donc, win-win aussi, plus, mutualisme. Le commensalisme, c'est pas mal. Vous êtes chez vous, vous avez votre vie, vous avez une chambre vide, il y a quelqu'un que vous pouvez loger, un pote qui est en galère, ça ne vous coûte rien. Vous êtes B, ça ne vous coûte rien, lui, ça l'aide. Donc, vous pouvez, voilà, c'est bien aussi. La coexistence, c'est pas mal. On en est là avec nos voisins, généralement. On marche comme ça, on le croise dans la rue, on fait hop, puis hop, on s'en va. Ça coûte rien.
Ça a fait plaisir à personne, ça a fait de mal à personne. Ok. En dessous, c'est un vrai problème. Le parasitisme. Quelqu'un prend tout votre espace chez vous. Vous savez, le pote que vous avez laissé rentrer quelques phases avant, il n'est jamais parti et maintenant il squatte votre frigo. C'est du parasitisme. Lui, il est content, mais vous, vous êtes triste. Et figurez-vous que la compétition, c'est quand tout le monde est perdant. C'est le terme biologique quand on est en compétition. Être en compétition ne fait rien gagner de spécial. Par contre, on perd énormément d'énergie pour gagner. C'est vraiment pas quelque chose d'intéressant. Et c'est drôle puisque c'est exactement ce qui sous-tend tout notre système économique. C'était pas le bon. Vous voyez, il y avait éventuellement le parasitisme, on peut imaginer quelque chose. Coexistence, pourquoi pas. Compétition, c'est pas idéal. Alors, le vivant est intéressant également parce qu'il nous donne des petits tips pour construire. C'est comme une liste, une to-do list, vous voyez. Alors, optimiser plutôt que maximiser. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'avoir plus d'argent pour faire des choses, on va essayer d'en dépenser moins dans le processus. Il va y avoir aussi, alors on recycle tout, les déchets des uns sont les ressources des autres. Il y a plein de petits mantras comme ça dans le vivant qui sont sympas. Le vivant récompense la coopération, s'organise grâce à l'information, celle-là même qui aujourd'hui est parfaitement opaque, encourage la diversité en redistribuant l'information. Donc, j'ai créé une solution extrêmement intéressante. J'ai créé WordPress. C'est pas vrai. Hein. Waouh, il a créé WordPress. J'ai créé WordPress et il se trouve que c'est libre de droit. Je vais le mettre à disposition de tout le monde. Je fais circuler l'information. Et grâce à WordPress, aujourd'hui, il y a 40% du web qui tourne. Et les gens, et c'est gagnant-gagnant, les gens qui utilisent WordPress ont créé des petits plugins, des choses qu'on peut ajouter, un calendrier, un système de vidéo, un diaporama, et ils les ont donnés aussi. WordPress a été enrichi par sa communauté. WordPress a fait circuler l'information, la capacité à créer un site web. Et ben voilà, ça a encouragé la diversité parce que ça a multiplié la possibilité des sites. Alors on peut objecter, on peut dire oui, mais les sites WordPress sont tous pareils. Eh bien vous êtes de mauvais designers si vous me dites ça, parce que c'est pas vrai. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec WordPress. Exige une expertise locale. Aujourd'hui, on a inventé le circuit court. Ça fait 4 milliards d'années que c'est dans la nature. Le singe ne se soigne pas en important des antibiotiques du Pérou. Il va plutôt prendre des trucs qui traînent dans son environnement et les utiliser, etc., etc. Donc en fait, on a déjà, si vous voulez, un cahier des charges pour produire un design soutenable. On n'est pas obligé de le faire de manière biomimétique. On n'est pas obligé d'imiter les organismes pour le faire. Donc il y a une première étape, je pense, qui va être dans l'intégration des logiques du vivant dans le cahier des charges. Ensuite, on peut parler de biomimétisme. C'est intéressant. J'ai choisi celui-là parce que c'est quand même une sacrée chimère. La bouilloire bio-inspirée. C'est une bouilloire pour faire de l'eau chaude. Alors, c'est Gillian Grave, qui va emménager à Concarneau bientôt. Designer biomiméticien, biomimétique français. Donc, il s'est inspiré avant tout du nautile. Vous voyez le dessin en haut, c'est cet animal marin qui peut monter et descendre dans les strates de l'eau en remplissant et en vidant des compartiments. Alors lui, il s'est dit, c'est intéressant parce que quand on remplit une bouilloire, souvent on fait chauffer trop d'eau. Trop d'eau, on a besoin de se faire une tasse et on chauffe 1 litre. Donc c'est une consommation énergétique et puis c'est un gaspillage d'eau. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recréé l'intérieur du nautile, mais de sorte à ce que chaque compartiment soit l'équivalent d'une tasse. Donc on peut remplir 1, 2, 3, 4 compartiments. C'est intéressant. C'est la première étape. Et donc faire chauffer, parce que pour faire chauffer 1 litre, il faut, je ne sais pas si c'est mathématiquement correct, mais 2 fois plus de temps que pour faire chauffer 50 centilitres. Damien, est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? Ce n'est pas tout à fait ça. Très bien. Ensuite, je m'en doutais. Ensuite, on a le bec du toucan, les termites d'abord. Donc une cheminée qui permet d'autoréguler la température pour qu'il n'y ait pas de point chaud. Le bec du toucan avec des alvéoles dans la céramique, c'est ce qu'on voit ici. Pareil, qui va permettre de réguler la température. Et enfin, les poils de l'ours polaire en extérieur qui sont creux et qui permettent de résister au froid, en fait, de garder la chaleur. Donc on a une bouilloire qui va pouvoir faire uniquement la dose qu'on veut, entièrement faite en céramique. C'est une céramique, ce n'est pas du plastique, ce n'est pas du métal, ce n'est pas des métaux lourds, c'est pas une céramique qu'on peut donc chauffer sur du feu, j'imagine, gentiment. On va pouvoir remplir juste ce qu'on a besoin, utiliser juste l'énergie dont on a besoin pour le faire, et la garder au chaud plus longtemps grâce à l'ours polaire, etc. Donc ça, c'est du biomimétisme pur et dur, mais c'est extrême, et j'adore. J'espère qu'on en fera plein. Mais déjà, dans un premier temps, un premier pas pour le design
global, le design de tous, les critères déjà suffisent. Alors, ce qui est aussi intéressant, et c'est là où je vais réussir à boucler, et dans 3 planches c'est terminé, mais où je vais pouvoir retomber sur mes pieds vis-à-vis à la fois de l'endroit où nous sommes et de la manière dont j'ai abordé la chose. Il y a quelque chose d'européen dans le biomimétisme. Prenez vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. C'est Léonard de Vinci au XVIe siècle. Le désignio, vous vous rappelez? Le dessin et le dessin, qui s'inspire d'oiseaux, ou plus tard, beaucoup plus tard, à la fin du 19e, Clément Ader qui va s'inspirer des roussettes des Indes pour créer une sorte d'avion, un prototype. Un Français, Suisse, Français, je ne sais pas. Et c'est chouette de se dire ça. Ça nous permet de recoller peut-être avec une tradition à construire, une tradition européenne. Et c'est bien parce que c'est la France Design Week, ou plutôt la France Design Semaine, puisque c'est la France. Et je pense que j'ai terminé. Merci. Je vais faire un petit mot pour remercier, c'est normal, les partenaires. Donc on a bien sûr la CCI qui nous héberge aujourd'hui, un beau bâtiment, un amphithéâtre magnifique. La ville de Saint-Malo, EDIS, Dumbo, l'agence d'architecture. On a également le Muséum d'histoire naturelle et le CEBIOS, qui est le centre d'excellence biomimétique, qui participeront à la conférence de lundi sur le biomimétisme. On a également Synergies, qui sera là mardi pour un événement en réalité mixte. J'en oublie peut-être, je ne crois pas. Studio 1338 qui nous a aidé à installer, vous voyez cette installation incroyable, 2 caméramans qui sont des chaises, mais surtout un beau matériel. Donc on va avoir une version numérique de cette conférence qu'on va pouvoir diffuser. En fait, on aura une version numérique de toutes les conférences de la semaine, très bonne qualité, plusieurs caméras, de l'éclairage incroyable, et voilà. Donc merci à tous. Est-ce que vous avez peut-être des questions ou des remarques? C'est possible, vous avez le droit. J'ai un deuxième microphone pour circuler, si vous voulez. Le magicien. Oui. Ah, je tiens. Parce qu'on enregistre. Ah oui, d'accord. Alors, ma question n'est pas très claire pour l'instant, mais je me demandais qu'est-ce que tu conseilles pour un designer? Quelle échelle prendre quand on fait un projet? Est-ce l'échelle locale du petit ou penser à l'universel? Parce que tu disais il faut quelque chose qui se tienne dans le temps, dans le long terme, et universel, ou alors, je sais pas, les deux. Ok. Toi, quand tu as une question, c'est bien. Très bien. Alors, plusieurs choses. J'ai plein de réponses pour la même question. La première, et je ne vais pas noyer le poisson, je vais te répondre. Mon avis, donc ça n'engage que moi, c'est très bien. La première, je pense, c'est que, on le sait, le designer va créer quelque chose et le modifier. Donc c'est déjà une première sécurité qu'on a de se dire qu'on peut commencer à n'importe quelle échelle, parce qu'on ne peut pas traiter de l'universel déjà. On ne peut pas commencer de manière universelle, ça c'est sûr. Parce qu'on ne pense pas à tout. On se dit toujours, tu sais, on réaménage la cuisine. Je vais mettre le grille-pain là, je vais mettre le micro-ondes là. Merde, je ne peux pas ouvrir la porte. Tu vois, on ne peut pas penser à tout. On peut penser à plein de choses. Quand on est très bon, on pense à presque tout, mais pas à tout. Donc il faut choisir une échelle un peu arbitraire pour commencer. Le local, c'est peut-être trop petit, justement. On est trop centré sur nous-mêmes. En fait, quand on va être sur des choses un peu égoïstes, du genre, qu'est-ce qui peut me toucher? Si j'énerve quelqu'un ici, il peut venir me casser la gueule. Je vais me focaliser sur ça. Alors que si j'emmerde le monde plus loin, le temps qu'il vienne, de toute façon, surtout avec le Covid, il n'y a pas d'avion. Donc. Et donc à partir de là, il faut être un peu plus grand. Il faut déjà mettre ceux que ça ne concerne pas et qui n'ont pas à subir nos trucs. Donc tu choisis une échelle. On a fait une expérience avec Virginie Blanville, que vous verrez peut-être lundi, il faut qu'on négocie, justement en s'inspirant du biomimétisme pour reconcevoir un système pour accueillir les femmes victimes de violences avec enfants, en s'inspirant justement des rapports de la nature, du vivant. C'était une expérience biomimétique pour construire un système. Donc nous, on avait créé un canevas méthodologique. Et la première chose qu'ont fait les étudiants, c'est de changer le canevas. Ils ont dit, mais vous avez oublié ça? Et du coup, avec Virginie, on était... Oui, on le sait. Merde. Donc en effet, on avait oublié un truc. Mais par contre, ils avaient déjà construit, ils avaient déjà fait des choses, des interactions. L'objectif, c'était simple, c'était de mettre tout l'écosystème concerné et de trouver des moyens qu'il n'y ait que du mutualisme.
ou de la coexistence. Donc en fait, que pour faire fonctionner ce centre d'accueil, il n'y ait personne qui paye l'addition, que tout le monde soit dans un échange positif. C'était ça l'objectif. Et donc on n'avait pas pensé à tout, mais on l'a fait. On avait de très bonnes choses, et tout d'un coup, ils ont rebattu les cartes en rajoutant une dimension de l'écosystème, qui était en fait la connexion enfant-société. On avait la connexion mère-enfant, la connexion mère-société, la connexion mère-centre, etc. Et ils ont enlevé une connexion. Ils ont dit, par exemple, le centre qui va accueillir les femmes n'a pas à agir sur l'éducation de l'enfant. Donc ils ont retiré la connexion centre-enfant. Et ça, c'est l'usage du canvas, en fait, de l'objet, qui était déjà une pré-réflexion de notre part. On a fait ce prototype de méthode, on l'a donné, ils l'ont transformé, c'est très bien. La prochaine fois qu'on le fera, on aura une autre approche. Donc, une première arbitraire qui n'est pas trop restreinte, loin de l'utilisateur, et ensuite, on réitère. Est-ce que ça te répond, ou est-ce que tu as l'impression que j'ai quand même un peu noyé le poisson? Ça me va. Très bien. Ok. Une autre question? Je pensais que tu voulais compléter. On peut arrêter alors, j'imagine. J'en ai une. Ah. Enfin, fallait qu'il en ait une. on en avait. Wow. Je pense que. On en avait discuté juste avant. C'est la transformation de la notion de désir pour que ce type de réalisation puisse rentrer en question, qui est voilà. Donc le désir actuellement, il a été compris comme quelque chose qui est aussi égocentrique. Est-ce que ce type de production, elle ne pourrait pas finalement redesigner la notion de désir et amener vers un désir, c'est-à-dire je ne désire pas quelque chose qui est uniquement centré sur ce qui va me rendre plus heureux personnellement, mais qui va me faire sentir épanoui socialement, ou je consomme quelque chose, pas seulement parce que je vais avoir des attributs physiques ou mentaux qui me rend meilleur, mais parce que ça en bénéficie tout un écosystème. Alors, je pense qu'en fait, la manière dont on vit notre plaisir aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai voulu introduire une réflexion sur la propagande, elle est très orientée. C'était tout le propos. C'est-à-dire que YouTube, c'est personnalisé pour vous. Alors, il y en a plein. Yuka, c'est pas le même, mais c'est quand même Yuka. Et en fait, dès lors qu'on va commencer à construire des choses collectives, je pense que naturellement, l'être humain va se rendre compte qu'il y a du plaisir dans le collectif. Et que le compromis peut être source de plaisir aussi. Donc c'est une première chose. Maintenant, sur le design du plaisir en lui-même, c'est paradoxal parce qu'on vient de dire que, on ne l'a pas dit, on l'a sous-entendu, que les mécaniques qui permettent de manipuler le désir sont un peu limites. Donc on ne peut pas appliquer une méthode consciente de design individuel de la notion de plaisir pour faire une espèce de propagande du plaisir collectif. Mais on peut montrer le plaisir, donc en faire l'expérience aux gens en créant des opportunités. Et l'imaginaire va changer à condition qu'on arrive à faire taire un peu la publicité qui n'arrête pas de dire que vous êtes unique, mais je suis désolé, vous, pas vraiment. Non, même toi. T'es très bien, hein, et t'es pas le seul. Mais en tout cas, on n'est pas vraiment unique. On fait partie d'un groupe, on est des items, on a une intimité, mais personne n'est vraiment unique. Il y a toujours quelque chose qui nous rapproche de quelqu'un. Et à force de nous dire qu'on est unique, c'est ça qui finalement nous pousse loin des autres. Parce qu'on a l'impression que c'est un objectif. On a l'impression que c'est notre unicité qui nous donne de la valeur. Mais le vivant, excusez-moi, je suis monomaniaque, mais c'est quelque chose d'intéressant. Le vivant ne mise jamais sur la rareté. Ce serait incroyablement con de mettre de la valeur dans des choses qui sont rares parce qu'on ne peut pas y accéder. Le vivant mise au contraire sur la prolification, le prolifique des choses. Et je pense que c'est un bon enseignement. C'est chouette d'avoir des choses en commun. Et le problème, c'est que la publicité, les expériences centrées, etc., nous privent de cette opportunité de constater qu'on est tous les mêmes. C'est dommage. Voilà.
Je ne sais pas si ça te répond ou si j'ai... Oui, non, je ne sais jamais quand je dois le poisson. C'est juste lancer la discussion, effectivement. Ouais, ouais. Si quelqu'un veut compléter ou participer, dernière question. Hop. Allez. Moi, j'en ai pas. Non, tu n'en as pas de questions pour toi-même. Je pense qu'on peut rendre l'antenne. Il y a Hugo qui va exploser là-bas. C'est bien, oui. Très bien. Bon, merci. La sortie se fait au fond du véhicule à gauche. Vous allez tout droit jusqu'à ce que vous soyez dehors. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.